Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des cours du confinement, au cours duquel on va parler du diagnostic de hernie intraspongieuse. Alors, au cours de cet exposé, on va d'abord s'intéresser à la définition précise de la hernie intraspongieuse, qui n'est pas forcément claire pour tout le monde. On s'intéressera ensuite à la physiopathologie, comment ces hernies intraspongeuses surviennent-elles et quel est le mécanisme. Ensuite, on définira la notion de hernie intraspongieuse commune, couramment appelée un nodule de Schmorl, à bien différencier des autres causes de hernie intraspongieuse, qui sont les causes constitutionnelles et secondaires. On y reviendra. Alors, qu'est-ce qu'une hernie intraspongieuse? En fait, c'est une pathologie de l'articulation disco-vertébrale. Cette articulation disco-vertébrale est composée de l'os trabéculaire, du plateau vertébral, qui est lui-même composé de la plaque cartilagineuse qui repose sur la corticale sous-chondrale, et pour finir du disque, composé, comme vous le savez tous, du nucleus pulposus et de l'annulus fibrosus. Et donc, en fait, l'hernie intraspongieuse implique ces trois éléments. En effet, c'est une invagination du disque dans l'os trabéculaire à travers un défect du plateau vertébral. Et donc, ça donne une encoche sur le plateau à raccordement abrupt. Voilà ici le passage du disque dans l'os trabéculaire au travers d'un défect du plateau vertébral. Alors voilà, mais maintenant, quelle est la physiopathologie? Comment ce passage de disque, de contenu discal est possible à travers le plateau vertébral? En fait, c'est secondaire à une défaillance d'une de ces trois structures. La plaque cartilagineuse, la corticale sous-chondrale ou l'os trabéculaire. Et en fait, en fonction de la structure défaillante, on a des étiologies différentes. Si on est face à une défaillance de la plaque cartilagineuse, ça se retrouve dans les hernies intraspongieuses communes et dans les hernies intraspongieuses constitutionnelles. Dans les hernies intraspongieuses secondaires, on a soit une défaillance du plateau, c'est-à-dire de la plaque cartilagineuse, mais aussi de la corticale sous-chondrale, donc dans les spondylodylites infectieuses, spondylite d'Anderson, discopathie métabolique. Et on peut avoir aussi une défaillance carrément de l'os cortical et trabéculaire, une fragilité osseuse qui va provoquer ce passage de disque dans l'os trabéculaire. Et donc, c'est dans l'ostéoporose où on peut retrouver des hernies intraspongeuses et aussi dans les tumeurs osseuses qui font des lacunes et donc du passage du contenu discal à travers dans le corps vertébral. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est l'hernie intraspongieuse commune qui est de loin la plus fréquente et qu'il faut savoir individualiser. Alors, comme je disais, c'est très fréquent, 38 à 76% de la population. Quelle est la physiopathologie? Donc, comme on l'a vu aussi, c'est une défaillance de la plaque cartilagineuse. Et comment survient-elle? En fait, il y a deux hypothèses qui s'opposent. Soit elle serait pour certains constitutionnelle, soit elle serait acquise. Dans l'hypothèse constitutionnelle, en fait, ça va être d'origine embryologique. On a une fragilité de la plaque cartilagineuse due à la persistance de vaisseaux ou à des petites micro-lacunes dans la plaque qui donc sont responsables d'une fragilité et donc d'un passage à terme du nucléus pulposus dans le l'os à travers le plateau vertébral. Et ça surviendrait donc dans l'enfance. Dans l'hypothèse acquise, ça serait en fait les microtraumatismes répétés qui seraient responsables d'une fragilité de la plaque et qui aboutiraient également au passage du disque dans l'os trabéculaire. En réalité, ces deux hypothèses sont peut-être liées, on ne sait pas véritablement laquelle est la bonne et peut-être qu'en fait, il s'agit d'un mélange des deux. Cliniquement, on a souvent une découverte fortuite et elles sont souvent asymptomatiques et la responsabilité d'une symptomatologie douloureuse n'est pas prouvée. La seule fois où on peut rattacher la symptomatologie douloureuse à la présence d'une hernie intraspongieuse, c'est quand on constate un œdème osseux. Dans ce cas-là, oui, effectivement, on peut dire que l'hernie est responsable de la douleur. Alors, voici les caractéristiques d'une hernie intraspongieuse typique que vous devez retenir. Donc, normalement, elle est localisée à la charnière T7-L2 dans le tiers postérieur et elle est centrale dans le plan coronal, plutôt au niveau du plateau supérieur. Il doit s'agir d'une encoche focale, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire plus de 6 mm de diamètre et 3 mm de hauteur. Sa densité et son signal doivent être similaires au disque. Il ne doit pas exister de prise de contraste. Ou alors, tout au plus, une prise de contraste périphérique comme dans le disque. On doit avoir un liseré d'ostéosclérose. En effet, l'os a le temps de réagir contre donc, en fait, la hernie, le disque, et donc de faire un liseré d'ostéosclérose.
Et pour finir, en théorie, il ne doit pas y avoir d'œdème osseux et la moelle osseuse adjacente doit être normale. Voici les critères d'hernie intraspongieuse typiques, j'insiste. Donc voici pareil, l'hernie intraspongieuse, le passage de disque, le liseré de stéosclérose périlésionnelle, la moelle osseuse adjacente qui est normale, c'est une hernie intraspongieuse typique. Voici une autre hernie intraspongieuse, on voit donc le contenu discal dans l'os trabéculaire, on voit le passage, on voit la communication entre le disque et l'hernie intraspongieuse. On peut donc confirmer que c'est vraiment du matériel discal qui est venu se loger dans la hernie intraspongieuse, dans le corps vertébral. Comme je disais, on a donc les hernies intraspongeuses typiques, mais on a les hernies intraspongeuses atypiques. En effet, vous le savez très bien, il peut exister de temps en temps un œdème osseux au contact de l'hernie intraspongieuse, et c'est d'ailleurs celles qui sont le plus souvent symptomatiques. Voici un exemple de l'hernie intraspongieuse avec un œdème osseux marqué du corps vertébral. On a aussi, plus rarement, les hernies intraspongeuses géantes. Comme on voit dans cet exemple, on voit très bien qu'elle fait plus de 3 et 6 mm, et il s'agit pourtant d'une hernie intraspongieuse. Il faut, dans ces cas-là, qu'elle soit de contenu strictement discal et pas de prise de contraste. Alors voilà, on va s'intéresser maintenant aux causes constitutionnelles après avoir vu ce qu'était une hernie intraspongieuse commune. Les causes constitutionnelles, il existe deux causes, la dystrophie vertébrale de croissance et la persistance du canal notochordal. Donc, la dystrophie vertébrale de croissance, vous connaissez tous très bien, c'est une pathologie fréquente qui est souvent asymptomatique, qui s'appelle la maladie de Sherman dans sa forme symptomatique avec syphose douloureuse. Et en fait, c'est quoi le mécanisme? C'est une fragilité du complexe discovertébral d'origine multifactorielle. En fait, qu'est-ce qui se passe? La croissance du corps vertébral se fait en fait par les nodossifications qu'on retrouve aux quatre coins des corps vertébraux, qu'on appelle les listelles, le listel marginal. Et en fait, entre l'âge de 12 et 25 ans, apparaît au sein de ces noyaux, au sein de ces listelles, les ossifications, ils commencent en fait à s'ossifier. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la dystrophie vertébrale de croissance, il y a une pathologie en fait du plateau vertébral, de la plaque cartilagineuse, et le nucleus pulposus vient s'insérer entre ce noyau d'ossification qu'on retrouve ici et le plateau vertébral, et donc empêche la fusion du listel marginal. Et il va donc se passer en fait un passage du contenu discal entre le listel et le plateau vertébral, et ça va être responsable de ce qu'on appelle les hernies marginales antérieures ou postérieures. Vous voyez ici, ça donne donc, qu'est-ce que ça donne exactement? Ça donne des hernies intraspongeuses centrales, mais également des hernies intraspongeuses qu'on appelle pré-marginales postérieures ou rétromarginales antérieures qu'on n'a pas dans cet exemple. Et d'autres choses, des irrégularités du corps vertébral, la cunéiformisation des corps vertébraux, la dégénérescence discale et parfois même des complications intracanalaires. En fait, c'est dû à, pareil, en fait, une fragilité du complexe discovertébral avec donc le disque qui entre en conflit avec le plateau vertébral et qui empêche la fusion des listelles et qui crée ces anomalies qu'on retrouve dans la maladie de Sherman ou la dystrophie vertébrale de croissance. L'autre cause, c'est la persistance du canal notochordal. En fait, qu'est-ce que le canal notochordal? En fait, il apparaît au bout de 3 semaines de développement embryonnaire et dès la 4e semaine, les sclérotomes viennent entourer le canal et forment les corps vertébraux. Et dans un second temps, il va se résorber et persistera juste au sein du disque sous la forme du nucleus pulposus. Notre hypothèse est que dans certains cas, il persiste et quand on retrouve des hernies intraspongeuses étagées qui sont toutes sur la même ligne, on pense que c'est en fait une persistance du canal notochordal. D'ailleurs, vous voyez bien dans cet exemple que si on zoome bien, on a l'impression de voir toujours une image qui pourrait correspondre avec le canal notochordal. Donc là, on a vu quoi? On a vu l'hernie intraspongieuse commune, l'hernie intraspongieuse constitutionnelle, et maintenant on va s'intéresser aux hernies intraspongeuses secondaires qu'il est très important de savoir identifier. Alors, elles peuvent être secondaires à une défaillance des 3 structures, plaque, corticale sous-chondrale, os trabéculaire. Et ce qui est important, pourquoi il faut absolument savoir les identifier? Parce que certaines de ces pathologies sont graves et nécessitent des traitements spécifiques. Il existe des signes d'alerte qui permettent d'identifier une hernie intraspongieuse commune et d'éliminer, ou en tout cas d'être très prudent par rapport à un diagnostic d'hernie intraspongieuse commune. Quels sont-ils? D'abord, la localisation. Au contraire des hernies intraspongeuses communes, elles sont parfois excentrées et souvent en miroir dans certaines étiologies. Il faudra donc dans ce cas-là être prudent avant de penser à l'hernie intraspongieuse commune. La forme et la taille. Une taille supérieure à 3 et 6 mm doit faire éveiller une alerte dans votre tête. La densité différente de celle du disque. En effet,
étant donné que c'est du contenu discal dans les hernies transplongeuses communes, il ne doit pas y avoir une densité différente, il ne doit pas y avoir de prise de contraste. L'absence de l'hydrèse d'ostéosclérose et les contours flous. Bien sûr, l'œdème osseux. Et bien entendu, toujours faire attention, être plus prudent en cas d'antécédent de cancer ou d'infection ou de spondyloarthrite et se dire, voilà, est-ce que ce n'est pas relié à cette pathologie? Et bien sûr, analyser l'ensemble de votre examen et chercher les signes associés qui pourraient vous dire, ah, ce n'est peut-être pas une hernie intrapongeuseuse commune. Voilà. Retenez bien ces signes d'alerte qui doivent vous éveiller et vous faire être très prudent avant d'évoquer le diagnostic d'hernie intrapongeuseuse commune et de passer à autre chose. Je vais vous donner quelques exemples pour imager mon propos. Voici un premier exemple. Qu'est-ce qui doit nous alerter? C'est l'importance de l'œdème osseux. On a une toute petite hernie intraspongieuse et on a un œdème osseux qui est très étendu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse au reste de l'examen et dans ce cas-là, on tombait sur une sacroïlite évidente et bien entendu, il s'agissait en vérité d'une spondylite d'Anderson. Voilà un autre exemple. Qu'est-ce qui nous alerte dans cet exemple? Alors, pareil que l'autre exemple, une hernie intraspongieuse qui est très étendue, un œdème qui est très étendu, mais autre chose qui nous a alerté, qui fait partie des signes d'alerte que j'ai décrits précédemment, le signal de la hernie intraspongieuse. En effet, il n'est pas similaire au disque, il est trop en hyposignal T1 et hyposignal T2. On avait une hypothèse devant cette image, on a fait un scalaire, et de quoi il s'agit en fait? On le voit très bien, c'est une résorption d'apatite au sein de l'os qui est responsable de cet œdème osseux très important, et c'est un diagnostic différentiel de hernie intraspongieuse. Voilà encore un autre exemple. Qu'est-ce qui nous alerte? La forme de la hernie intraspongieuse, elle est un peu surprenante. Et puis, il y a un œdème osseux, donc on a été prudent. On a fait un scanner et on constate qu'en fait, il ne s'agit pas du tout d'une hernie intraspongieuse, mais bien d'une fracture tassement vertébrale, probablement ostéoporotique. Alors, juste un petit laïus, un petit aparté sur l'ostéoporose. Elle ne favorise pas directement la survenue d'hernie intraspongieuse commune. Par contre, une hernie intraspongieuse commune sur un terrain d'ostéoporose peut être à l'origine d'une fragilité et provoquer une fracture tassement. Qu'est-ce qui nous a alerté et nous faire différencier l'ostéoporose de l'hernie intraspongieuse commune? Le caractère étendu du défect, comme ici on voit que c'est étendu. Le trait de fracture et l'œdème osseux en cas de fracture tassement récente. Voici encore un exemple. Alors là, qu'est-ce qui nous alerte? L'œdème osseux qui est très entendu, le signal de l'hernie intraspongieuse qui est un peu surprenant et la taille. Donc ces trois choses nous ont amené à faire un scanner. On aurait pu dire, et d'ailleurs ça avait été diagnostiqué comme hernie intraspongieuse commune par le radiologue, mais en fait si on fait le scanner, quand on a fait le scanner dans le service, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il n'y avait bien sûr pas d'ostéosclérose, c'était probablement une lésion agressive, et d'ailleurs on a fait un scanner TAP patient et on a constaté un cancer du poumon, il s'agissait en vérité d'une métastase d'un cancer bronchopulmonaire. Voici le dernier exemple qui est un peu traumatisant. Donc là, voilà, on pourrait conclure à une hernie intraspongieuse, mais qu'est-ce qui nous gêne? On a la taille qui est normale, enfin tout peut paraître normal, mais il y a un signe qui est primordial et qui n'est pas présent dans cet exemple, c'est qu'il n'y a pas de liseré d'ostéosclérose. Alors cette image avait été diagnostiquée comme une hernie intraspongieuse commune, et malheureusement pour le patient, quelques semaines plus tard ou mois plus tard, un contrôle a été réalisé. En fait, il s'agissait d'une métastase et elle avait eu le temps de bien se développer. Donc voilà, soyez vraiment prudents avant de parler de l'hernie intraspongieuse commune, vérifiez les critères, vérifiez les signes d'alerte et en cas de signe d'alerte, soyez prudents, faites d'autres examens, injectez, faites un scanner, vérifiez les signes associés et le terrain. Alors voilà, donc on a tenté de répondre à plusieurs questions de cet exposé. Qu'est-ce qu'une hernie intraspongieuse? C'est un passage du nucleus pulposus dans le corps vertébral à travers un défect du plateau. Quelle est la physiopathologie? C'est une défaillance d'une des trois structures, la plaque cartilagineuse, la corticale et ou l'os trabéculaire. Qu'est-ce qu'une hernie intraspongieuse commune? C'est une hernie intraspongieuse causée par une défaillance de la plaque cartilagineuse et qui présente dans la plupart des cas une sémiologie typique. Quelles sont les causes de hernie intraspongieuse constitutionnelle? La dystrophie vertébrale de croissance et la persistance du canal notochordal. Quelles sont les causes de hernie intraspongieuse secondaire? Toute pathologie de la plaque, de l'os cortical et ou de l'os trabéculaire. Et faites attention aux signes d'alerte, soyez très prudents avant d'évoquer le diagnostic de hernie intraspongieuse commune. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour d'autres cours.